Donc bonjour à tous, bienvenue dans le workshop autour des solutions de sauvegarde et des problématiques autour de Nora 10.2. Je me présente, je suis Xavier Stern en charge des pays francophones et mon binôme présent aujourd'hui, Christophe Absalon. Christophe. Eh ben moi, je suis son binôme, donc Christophe Absalon. Je travaille avec ce gentil monsieur depuis maintenant presque 7 ans pour vous parler de sauvegarde autour des environnements on-prem, cloud, SaaS. Et aujourd'hui, comme l'a dit Xavier, on va parler de comment ça rentre en lien avec la problématique de Dora et NIS 2. Alors, il y avait pas mal de choses intéressantes. L'idée, c'est de représenter IQ, vous présenter les articles importants qui couvrent Dora NIS 2, voir comment IQ s'interface là-dedans, et puis comment nous, on évolue aussi autour de la sauvegarde et de la protection des données cloud SaaS. Donc, pour ceux qui nous connaissent moins, oh là, j'étais un peu vite. IQ on est une société américaine, on est basé à Boston, mais on a la particularité d'être dans une entreprise qui est européenne d'un point de vue technologie. C'est là où sont nos ingénieurs qui sont en Europe. C'est 80% de notre population qui développe des solutions de sauvegarde. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs d'iPure financiers, qui ont vu et qui ont cru, enfin, et qui ont vu un potentiel chez IQ en termes de développement business, mais également, et ce qui est assez intéressant, des nouveaux investisseurs qui sont dits technologiques, comme des Cisco, comme d'Atlassian Okta, et qui vont suivre en fait notre vision de visionnaire par rapport aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, donc IQ, c'est que de la sauvegarde, c'est que du software. C'est un NPS score à plus de 90 depuis qu'on est là, Christophe disait, depuis bientôt 7 ans. Et on a toujours maintenu ce niveau de qualité au niveau des produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va se retrouver de plus en plus au sein des partenaires qui vont juger, hein, aussi bien comme le partenaire de l'année de Google qu'un partenaire important leader au niveau du monde du cloud, mais également en tant que visionnaire à travers le Gartner depuis quelques années maintenant. Et ça correspond complètement à la stratégie d'IQ et dans à son développement. Pourquoi? Pourquoi se situer comme visionnaire? C'est parce qu'aujourd'hui, IQ choisit justement de développer des solutions complètes pour couvrir l'ensemble des fonctionnalités des éléments qu'on va protéger. Donc ça a démarré effectivement pour la petite histoire avec Nutanix, où on a choisi justement de sauvegarder leur hyperviseur HV quand personne ne voulait le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau du marché et pour permettre de couvrir l'ensemble des fonctionnalités Nutanix, mais pas seulement juste les VM, l'ensemble des fonctionnalités qui composent ce cloud privé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le même raisonnement dans le monde du cloud et on a choisi en premier lieu Google. Pourquoi Google? Parce qu'à l'époque, on se revoit bien dans la projection, quand on discutait avec les utilisateurs de GCP, beaucoup nous disaient, ouais, on fait du script, on fait des snapshots, on n'a pas d'outil de sauvegarde. Et donc l'idée, c'était de dire bah, de la même façon, d'apporter une solution pour couvrir, de nouveau, pas seulement les VM, mais les VM, le Kubernetes, les buckets, les services qui sont dans le cloud, et d'apporter une solution et une protection complète par rapport aux fonctionnalités. Et bien sûr, naturellement, on a fait la même chose après dans les autres environnements comme Azure, comme AWS. On a complété l'offre on-premise autour des VMware, autour du monde du NAS. Et le dernier point qu'on a développé, c'est le monde du SaaS. Alors le SaaS, ça va être encore plus intéressant et on va voir qu'il y a un vrai axe de développement autour de ce sujet-là. On a démarré justement en protégeant un des classiques qui étaient les solutions M365, mais surtout, ça nous a amené dans une réflexion en disant que comment ça se passait pour les autres applications SaaS? Et donc, on a développé une plateforme multi-SaaS. C'est ça, la genèse d'IQ. C'est aussi pour ça que ben, des investisseurs nous accompagnent. C'est aussi pour ça que IQ sur la région, c'est une croissance à 3 chiffres, parce qu'on apporte des solutions différenciantes sur le marché. Alors, si on regarde un peu mieux maintenant la partie Nice 2, Dora, comment on va se positionner, et surtout que vous compreniez ou vous rappelle des bases qui existent par rapport à ça. La première, c'est quelle est la directive 10.2, à qui elle s'adresse? Bah, globalement, elle s'adresse à tout le monde, hein. La réalité, c'est celle-là, hein. C'est que globalement, aujourd'hui, on a une directive qui a été mise en place au niveau européen, qui est en train de s'appliquer dans les différents pays, et qui a pour but, on va dire, de renforcer le niveau global contre et pour protéger contre la cybersécurité. Ouais. Donc, Ce qui est assez important, je me permets de t'interrompre, Xavier, c'est en en plaisir. effet, ça touche tout le monde. Récemment, je parlais avec une société, on ne peut pas citer le nom, qui me disait non, mais ils ne sont pas impactés par NIS 2.
Et en fin de compte, cette société fournit des choses pour des gros faiseurs de l'énergie en France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment où, en fin de compte, vous êtes dans la chaîne d'approvisionnement d'une des industries qui est concernée, bah, vous êtes indirectement lié par Nice 2. Et quand on dit ça, on se rend compte qu'on n'efface pas tant de sociétés que ça qui sont plus impactées. À part si votre but, c'est de faire du marketing digital, oui, là, vous n'allez pas être impacté. Mais voilà, vous avez souvent des liens avec l'une des industries qui est en place, si vous n'êtes pas directement l'une de ces industries. Et donc, il est important de prendre en considération, est-ce que votre niveau d'imbrication avec ces industries vous rend soumis ou pas à NIS 2. Donc ça, c'est un premier point par rapport à cette première directive. Et, euh, et effectivement, elle est importante. Et on va retrouver de la même façon concernant Dora, hein, alors qui va toucher plus le monde de la finance hein, à l'origine, euh, mais qui est pareil, la mise en place, mais surtout, on va le voir, euh, comment je vais protéger mes données dans ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de la protection. Comment je vais me protéger en fait? Et quelle que soit ma donnée, qu'elle soit dans un monde on-premise, dans un monde cloud, dans un monde SaaS, donc globalement, ça va toucher toutes les données en fait qui sont liées à vos outils et aux outils de technologie qu'on utilise dans nos entreprises. Mm. C'est une vraie gestion du risque. Dora et NIS 2, c'est quelle est ma gestion du risque en avance de phase. Si je devais résumer ces 2 slides, c'est comment je gère, une perte de données, un vol de données, une destruction de données, sans avoir d'impact sur ma production, sur mon entreprise, sur mon légal et tout ce qui va derrière. Donc, et ça, bah, comme le dit Xavier, vous avez des conséquences derrière si vous ne respectez pas ces règles et je te rends amende du coup, Xavier. Donc effectivement, des conséquences qui sont bien sûr financières, c'est important quand même à voir, hein, c'est ça le risque numéro un, mais surtout de responsabilité en fait par rapport à l'entreprise. Mais également, en fait, ce qui va être important de bien comprendre, c'est que ces risques-là vont avoir un impact sur notre activité business. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, si on n'est plus capable de protéger nos informations pour nos propres entreprises, bah, dans le marché dans lequel on se met à risque par rapport à nos propres clients. C'est- Alors, ce slide, il est plutôt intéressant. Je vais prendre la relève. Ce slide, il relève que quand, en fin de compte, quand on va vouloir réfléchir à ces différents aspects de Dora et de Nice 2, il y a deux points sur lesquels des acteurs peuvent agir. Le premier, ça va être bah, de bien identifier en amont quels sont vos assets, avoir une carte de vos différents assets IT, avoir les dépendances, avoir des documentations, comment je vais gérer mon risque, comment je vais repartir en cas de risque. Donc ça, c'est ce qu'on va vous demander en avance de phase. Ce qu'on va également vous demander, donc je reste sur la partie verte, c'est bah, comment vous vous protégez ces assets. Donc c'est quoi mes backup policies? Maintenant, qui dit backup dit bah, c'est quoi mes recovery policy? C'est bien d'avoir de la sauvegarde, mais comment je restaure et dans quel contexte et est-ce que ça répond ou pas à ma gestion du risque? Où est-ce que je stocke ma donnée? Donc maintenant, c'est bien d'avoir du backup, c'est bien d'avoir de la restauration, mais il y a toujours la question du stockage de la donnée et de la résilience, hein. Bah, ma donnée, elle est localisée où? J'ai combien de versions? Les fameuses règles du 3-2-1 qu'on va souvent retrouver. Et aussi, bah, comment je teste? Ma résilience, ça passe par du test. Le nombre de fois, moi, j'ai beaucoup participé à des plans de tests de disaster recovery et j'ai même participé à des vrais disaster recovery. Très souvent, les personnes ne sont pas prêtes. Même sur des tests où vous les informez qu'il y a un test, ils ne sont pas prêts. Et la seule façon d'être prêt, c'est de répéter, 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 répéter les tests. Et donc, aujourd'hui, vous avez un cadre qui vient là-dessus, qui en clair est en train de dire tout ce que vous connaissiez déjà dans un environnement on-premise va devenir un standard de façon globale pour tous vos assets IT. Donc ça, c'est important parce que de voir que globalement, pourquoi on va se poser la question? C'est important, c'est de voir l'évolution. L'évolution, en fait, de l'IT a énormément évolué ces dernières années. Il y a 20 ans en arrière, je dirais que notre bataille, c'était de protéger un château fort parce que globalement, nos données étaient que dans un modèle on-premise.
Donc c'était assez simple de se protéger. On avait mis des meurtrières, on avait chaque personne derrière avec euh, son fusil pour se protéger. C'était assez facile, assez simple. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce monde-là. En fait, aujourd'hui, bah, les nouvelles applications qu'on met en place au sein de nos entreprises sont codifiées, sont dans un mode SaaS, et on ne sait pas exactement où elle est. Donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une capacité pour protéger nos données complètement différente. Donc ça, c'est vraiment le marché qui a évolué. Et aujourd'hui, ce qui est important à voir, et pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas la donnée, mais c'est pas loin de 20 ou 30 000 applications SaaS qui existent aujourd'hui. Donc ça veut dire que naturellement, il y en a de plus en plus au sein de nos entreprises. Donc pour amener à cette protection-là, bah, en fait, on va se poser la question de comment on va cartographier en fait, ces différents environnements. Ouais. Ce qui est important sur la cartographie, je vais juste en parler si tu veux bien, c'est J'en prie. pendant beaucoup d'années, on a parlé du shadow IT. Donc le shadow IT, c'était, bon, moi j'avais de l'informatique dans mon entreprise et potentiellement il y avait des services utilisés à l'extérieur, chez un partenaire, en mode cloud, en mode SaaS, ou même des fois sur les PC des utilisateurs, hein. Ils installaient des applications et transformaient leur PC en sorte de mini-serveur. Et c'était ce qu'on pouvait appeler du shadow IT. Aujourd'hui, le shadow IT, ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir cartographier ces applications parce que le cas typique, c'est ce que tu es en train de faire voir, hein, c'est j'utilise de la AWS. Les personnes pensent qu'on a juste des machines virtuelles dans AWS, mais non, dans AWS, il va y avoir beaucoup plus de choses. Il va y avoir du kubernétisme, il va y avoir du storage, il va y avoir des cloud fonctions, du lambda, et pas mal de choses. Pareil dans la famille Atlassian. Souvent, les personnes pensent avoir que du Jira Software. Et quand on va aller un peu gratter, on va trouver du Jira Asset Management, on va trouver du Tempo, on va trouver euh, du, du GitLab et pas mal de choses qui pourraient encore être liées à ça. Et donc, la cartographie des assets, c'est il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on pense savoir et il y a la réalité. Et souvent, la réalité, moi qui participe à beaucoup d'ateliers de cartographie avec des clients ou des prospects, bah, on a souvent une belle surprise sur cette étape de cartographie des applications. Et ça, c'est quelque chose que Dora NIS2 vous dit que vous devez avoir. Vous devez être capable d'avoir la liste complète de vos assets, histoire de dire que si vous avez une panne, vous savez ce qui est impacté et ce qu'il faut redémarrer. Donc prends l'exemple d'Atlassian si tu veux. Alors, l'exemple d'Atlassian, bah, c'est un très bon exemple. Merci Mm. de basculer sur celui-là. Atlassian, ce qu'ils font, c'est clair, c'est listé, c'est que eux, euh, ils vont être en charge de gérer l'accès à l'application. Donc, c'est dit, hein, ils vont accéder à vos données uniquement en cas de besoin spécifique d'assistance. Donc, ils n'ont pas accès à vos données. C'est pas eux qui gèrent votre donnée. Ils vont vous informer s'il y a une violation sur vos données. Ils sont censés vous informer s'il y a une violation sur vos données. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient détecté la violation. Peut-être qu'ils n'ont pas détecté, hein. Combien de fois, quand il y a des violations, on apprend, ah ben, en fin de compte, l'insider, il était dans les murs depuis plusieurs semaines, il a eu le temps de faire ses courses, de tout faire, et après, on s'en est rendu compte quand il y a eu du chantage ou qu'on a retrouvé la base sur Internet, hein. Donc ça arrive. Et ils doivent maintenir des sauvegardes au niveau système. Donc, alors là, il est marqué qui inclut vos informations, mais soyons clairs, c'est les sauvegardes système, ce n'est pas les sauvegardes de data. Donc, c'est-à-dire, ils doivent être capables de reconstruire un environnement, le remettre à votre nom, faire tout ce qui dépendait d'un point de vue système, mais ils ne sont pas en charge des data. Vous, votre responsabilité, elle est complètement à l'opposé des deux choses qu'on vient de dire. C'est vous qui avez la responsabilité de configurer les produits. Donc, une fois qu'on vous a donné une plateforme, bah, c'est vous qui devez la configurer par rapport à vos besoins. On le sait très bien. Deux utilisateurs Atlassian ou deux utilisateurs Salesforce ont deux setups complètement différents. Même plateforme, deux usages différents. Et c'est vous qui êtes responsable de la sauvegarde de vos données. À aucun moment, ils ne sont responsables de vos données. Qu'est-ce que ça veut dire si on rentre un petit peu dans les détails? Ça, c'est le white paper du Shared Responsibility Model de Atlassian, hein. Vous le retrouvez en plus détail si vous le voulez. Ça veut dire que ces gens-là vont vous garantir ce qu'on appelle du Six Sigma, du 99,9999% de disponibilité. Ils vont faire le maximum pour le faire. Mais s'il y a un crash sur le data center, bien évidemment qu'ils vont essayer de remonter les serveurs dans le dernier état possible avec vos données, mais ils ne sont pas juridiquement responsables de vous remonter la donnée. C'est-à-dire que si ils remontent la donnée et que ça ne marche pas, eh ben, vous ne pouvez rien faire. Dernier exemple en date, il y a moins de 20 heures,
crash de Google global sur la planète. Google a crashé la nuit dernière, beaucoup de clients ont été impactés, ils ont redémarré une partie des services. Apparemment, certains clients, de Google ont eu des pertes de données entre le stop des services et le redémarrage des services. Donc ce qui veut dire que Google a fait un rollback sur des services et qu'il y a des actions qui ont été faites que les clients ont perdues. Donc, vous pouvez regarder, hein, ça s'est passé dans la nuit. Moi, j'étais dessus en train de suivre, avec notre support, on était en train d'informer des clients que Google avait un crash. C'est nous qui avons informé nos clients. Si on con Donc effectivement, Ouais, vas-y, si on continue continue. ce que j'allais dire, je te laisse prendre la main sur la suite. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a le premier point sur cette partie-là, et puis après, il y a la partie conformité, sécurité par rapport à l'ensemble des points que tu viens de citer, hein. C'est-à-dire que globalement, Atlassian, et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Atlassian, ce n'est qu'un exemple. On aurait pu mettre la Google. solution SaaS. Voilà. Prend en compte effectivement vos profils de risque, va analyser tout ça, c'est vrai. Mais ce qui est important dans votre rôle à vous, c'est que c'est bien à vous de prendre en compte le fait que vous devez vous protéger, et vous mettre en conformité en termes de sécurité par rapport justement à toutes ces nouvelles directives, mais surtout en un, pour moi, pour vous permettre de vous protéger. L'exemple que donne Christophe avec un crash de Google est un très bon exemple, mais c'est pas les seuls à crasher. Je veux dire, ça peut arriver sur n'importe quelle application, ça reste de l'IT. Et la vraie question, c'est comment nous, on va se protéger par rapport à ça. Donc, c'est quoi les exigences de Dora, en fait, si on prend cet exemple-là, et comment on va s'intéresser au travers de la sauvegarde? Donc, nous, ce qu'on a fait, on n'est pas des juristes, hein, mais on a repris simplement les textes de loi, hein, enfin, les textes qui sortent par rapport à Dora, et en fait, on a essayé de regarder les points importants, en fait. Donc, le premier, bah, c'est l'article. C'est 11. l'article 11, ouais. Et l'article 11, surtout, il dit ben, que globalement, en fait, euh, on se doit en fait de mettre des mesures, on se doit en fait de prévenir en fait des dommages qu'on pourrait avoir, tout en étant en accordance avec l'article 12. Bah, super, on se dit bah, génial. Alors quel est l'article 12? Globalement, bah, excusez-moi. L'article 12, lui, ce qu'il dit, c'est justement, on revient à dire, ben, si je simplifie, je vulgarise, c'est on se doit d'avoir des procédures, des politiques de backup, de restauration en place au sein de notre entreprise. Donc ça, c'est quand même assez important de se dire que globalement, on rappelle que ben, on se doit d'avoir une solution de sauvegarde, de restauration en place pour l'ensemble de nos données. Donc ça, c'est des points importants à noter, hein, c'est que on revient à des basiques. Il y a rien d'exceptionnel, en fait, hein. C'est juste, est-ce que j'ai un backup? Est-ce que j'ai quelque chose en place? Est-ce que je respecte bien les procédures pour protéger mes données? Enfin, également, ce qui va être intéressant, c'est que, ben, ce qui va nous intéresser, c'est respecter les bonnes règles de base. C'est-à-dire ce qu'on va appeler les règles de 3-2-1. Je laisse Christophe en parler mieux que moi, hein, si tu veux en parler, les règles de 3-2-1, parce que globalement, je pense Ouais, que ça. les règles des 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 maintenant. Ouais. La règle du 3, 2, 1, c'est une règle de base qui dit que pour notre donnée de production, on doit avoir au moins 3 sauvegardes, si possible sur 2 stockages différents, dont un stockage hors site. Alors maintenant, il y a des 0,0 qui se sont rajoutés, donc qui dit avec zéro compromission, zéro machin. Mais vraiment, la base, c'est le 3-2-1. Et ce qu'on voit, c'est que le 3, bien sûr, il est respecté parce qu'on a souvent au moins 15 jours de backup, si ce n'est plus. Par contre, le 2 et le 1, ça devient très vite plus dur à trouver. Très souvent, les clients n'ont qu'une localisation sur leur sauvegarde. Et cette localisation est à côté de l'environnement de production. Donc, ce qui veut dire que si l'environnement de production est détruit, bah, le 3 ne sert plus à rien parce qu'on perd les backups avec l'environnement de production. Donc, naturellement, c'est mettre en place les tâches, j'imagine, Christophe? Non? C'est. Bah, non, normalement, ouais. La suite, bien sûr, ça va être de tester ça parce qu'aujourd'hui, ce qui est demandé suite à l'article 11 et l'article 12, c'est non pas seulement de prouver qu'on a mis en place des procédures de sauvegarde, mais également qu'on peut restaurer et qu'on le teste. Nous, sur les projets de sauvegarde, c'est souvent ce qu'on dit, le client, ce qui lui fait foi,
lors d'un POC, c'est pas de dire: «Ouais, bravo, vous avez réussi à sauvegarder». Lui, ce qui fait le succès d'un POC, c'est: «Bravo, vous avez réussi à restaurer» et donc les tests sont là pour ça, sont là pour prouver, qu'on est capable de restaurer, complètement nos environnements. Donc comment IQ va répondre à toutes ces problématiques de réglementation, de directives qui sont aujourd'hui en place? Mais ce qui est important, c'est notre approche de l'analyse en fait de la protection du monde SaaS. Elle est vraiment liée au fait de dire qu'à un moment donné, dans notre réflexion, c'est avant tout protéger en fait, l'entreprise, protéger en fait les données critiques qu'on a au sein de notre entreprise et surtout en être conscient. Alors pourquoi en être conscient? Parce que quand on regarde les dernières études, hein, on voit que les 3 quarts des données critiques aujourd'hui ne sont pas protégées. Alors on se dit: «Ouais, c'est pas possible». Je veux dire, moi quand j'ai vu ça la première fois, je me dis: «Non, c'est pas possible, on nos entreprises, on protège nos données». Ça me paraît juste logique. Après quand on revient sur l'évolution de l'IT, on se dit: «Ah ouais, finalement, en fait, malgré tout, en 20 ans, l'IT a bougé». C'est-à-dire que l'IT, effectivement, l'histoire du château fort, vous voyez, on voit que globalement, le SaaS, c'est partout aujourd'hui. Alors ça représente quoi, en fait? Ça représente en moyenne plus de 200 applications et ça, des études européennes, américaines ressortent à peu près de la même façon. C'est-à-dire que globalement, on a de plus en plus d'applications SaaS. Mais c'est logique. À chaque fois qu'on installe un nouveau service dans notre entreprise, c'est une application SaaS aujourd'hui. C'est rarement un outil qu'on va installer sur notre data center. Donc, on en voit de plus en plus. C'est une réalité et c'est de plus en plus utilisé pour l'ensemble de nos nouveaux projets, aussi bien marketing, métier, c'est l'ensemble en fait de notre vie active qui tourne autour d'une application SaaS. Je sais pas, moi j'ai une fille qui a 16 ans, naturellement aujourd'hui, quand elle commence à travailler avec ses camarades de classe, bah, ils ont tout de suite des applications SaaS sur leur téléphone. Ils ont des applications, c'est le monde moderne est comme ça. Heu, Pourtant, quand on interroge tout le monde en fait là-dessus, tout le monde nous dit à peu près la même chose. «Bah, je pense que c'est protégé par l'application SaaS, le backup, de ma solution que j'ai achetée». C'est même sûr, hein, de toute façon, c'est une évidence. Je veux dire, j'en parle avec des amis dans le marketing, ils me disent: «Bah, bien sûr, c'est protégé, bien sûr, c'est sauvegardé. On nous aurait pas mis un outil, sans protection». Ça paraît logique. Heu, alors que dans le monde data center qu'on connaît toujours, on avait toujours la réponse simple qui était basique. Bien sûr, on a un outil de sauvegarde, on a la règle des 3-2-1, on maîtrise complètement notre sujet et c'est clair. Mais effectivement, comme le disait Christophe tout à l'heure sur le share responsibility model, on prenait l'exemple tout à l'heure d'un Atlassian, mais c'est pas les seuls en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'amuse à faire une étude avec beaucoup d'outils SaaS et on leur a posé à peu près à tous la même question, comment ça se passe? Bah, globalement, ils ont tous renvoyé la balle en nous disant, mais c'est dans le share responsibility model, tout simplement. Pas de stress. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, comme quoi nous, on vous fournit de la disponibilité, on vous fournit un software, on vous fournit, un produit qui est top, hein, qui est génial. Mais par contre, c'est pas notre rôle de vous fournir le backup. Au mieux, on va vous faire un export, mais on va vous fournir de la haute disponibilité de la solution. Mais vos données, c'est de votre responsabilité. Et si on se ramène dans le passé, on se dit que quand on installait un software sur un data center, ce CRM qu'on installe dans notre data center, il venait pas avec un backup. C'était bien un autre outil qui gérait la partie sauvegarde. Donc, l'approche d'IQ par rapport à ça, c'était de dire: «On a bien compris la problématique, restons visionnaires, mais comment on peut faire?» Parce que moi, quand on nous dit qu'il y a 20 000 applications SaaS, même si on est une équipe, plutôt ingénieur dans la boîte à 80, bon, ça va être compliqué, en fait, de protéger l'ensemble de ces applications. Donc l'idée, ben, c'est de créer, en fait, une plateforme, donc le code qui est, en fait, qui va permettre, en fait, de pouvoir dialoguer au niveau API avec les applications SaaS qui sont choisies. L'idée, c'est quoi? C'est comme on a toujours fait, c'est-à-dire de dialoguer au niveau des fonctionnalités par rapport aux différents produits, d'apporter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une sauvegarde granulaire, la capacité de faire de la restauration par rapport aux produits, aux éléments qui font partie de cette application SaaS, mais surtout, bah, fournir un produit sécure, qui respecte les bonnes règles de 3-2-1, avec le choix, la rétention, tout ce qu'on connaît dans un outil de sauvegarde. Donc ça, c'est l'approche d'IQ. Et comment ça va se passer par rapport aux applications? Bah, chacun vient avec son intelligence. Si je m'appelle effectivement Atlassian, bah, si je parle Jira, j'ai pas les mêmes éléments que si je discute avec Asana ou si je discute avec Okta. Donc chacun a ses éléments. Nous, on va fournir et on va travailler au niveau plugin avec eux et on va fournir une solution en fait clé en main pour chacune de ces applications.
Donc ça, c'est l'approche d'IQ. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'approche d'IQ qui a évolué et qui continue d'accélérer, c'est de fournir aujourd'hui plus de 80 solutions SaaS, enfin la protection de plus de 80 solutions SaaS et services dans le cloud dans une même solution. Donc cette approche-là, elle est assez intéressante, c'est de se dire que, OK, demain, est-ce que dans ces éléments-là que je vois, est-ce que certains sont critiques? Heu, alors récemment, par exemple, on travaille avec on sauvegarde une solution dédiée dans le monde du droit, c'est-à-dire, une solution qui s'appelle iManage, qui est beaucoup utilisée dans le monde des avocats. Cette protection-là, cette solution-là a besoin d'être protégée et donc on vient de la lancer spécifique, ça s'adresse vraiment à un marché, mais on va trouver à chaque fois des nouvelles solutions SaaS qui vont répondre à des besoins spécifiques et sur laquelle IQ va travailler, va pouvoir avancer pour se protéger. Donc, si on donne un exemple, prenons toujours notre exemple d'Atlassian, vous avez dans le catalogue d'IQ la possibilité de découvrir les différentes solutions qu'on va couvrir. Basique, simple, hein, vous sélectionnez, vous regardez configure, et vous allez naturellement pouvoir voir ce que vous allez pouvoir sauvegarder, mais surtout restaurer de façon granulaire par rapport à chacune des applications. Donc là, j'ai pris l'exemple, la différence entre un Jira et un Confluence. Pourtant, c'est bien le même éditeur, mais les mots-clés et les éléments clés de chacune des applications sont différentes. Donc ça va être ça. Ah, je prends c'est pareil, Octa, c'est encore différent parce que c'est une nouvelle application, d'autres éléments critiques qui vont être intéressés à pouvoir restaurer par rapport à ça. Donc ça vous donne cette vision-là. Et derrière, en plus, ce qu'on va vous apporter, c'est à travers votre IAM Octa, Entra, vous allez pouvoir découvrir à travers Agraph, qui est notre plateforme, la capacité à découvrir les applications SaaS qui sont au sein de votre entreprise et de vous rendre compte si oui ou sinon ils sont protégés. Donc, pour résumer et puis Christophe va pouvoir même vous montrer en un petit quart d'heure à quoi ressemble la solution. Globalement, vous allez retrouver nos 3 environnements où IQ aujourd'hui se positionne. C'est-à-dire la protection d'une environnement on-premise, qui est plutôt classique et cette partie-là, on ça me paraît une évidence qu'à un instant T ou un autre, vous avez un outil de sauvegarde, mais IQ va répondre à des spécificités, de capacité de l'ensemble des fonctionnalités des différents environnements autour de Nutanix, par exemple. Les environnements cloud, ce qui va être intéressant, et on nous posait la question encore hier là-dessus, c'est de dire, IQ est capable dans la même plateforme de vous donner la protection pour protéger vos on va dire 3 environnements cloud majeurs qu'on entend parler le plus souvent, c'est-à-dire un AWS, un GCP, un Azure dans la même console, dans le même environnement. Et dans le même environnement, vous allez également retrouver l'ensemble des applications SaaS. Et la vraie question qui va se poser, c'est OK, mais où est-ce que je mets ma donnée? C'est vous qui allez choisir. C'est votre donnée, c'est vos tenants, c'est vos règles de rétention, et vous allez définir votre stockage qui va se retrouver bah, de façon souveraine hein, en France, dans un S3, chez un OVH, dans un data domaine que vous aurez mis où vous avez envie, chez un cloud provider, chez un Azure, vous choisissez le stockage que vous allez définir. Donc voilà, donc une vision qui est assez simple, mais qui va vous permettre de respecter effectivement les nouvelles directives, mais surtout pour moi, c'est prendre conscience que vos nouvelles solutions, qui sont de plus en plus nombreuses dans vos entreprises, n'ont pas de protection et donc vous amènent à risque le jour où vous allez vouloir restaurer un élément de ces différentes applications. Voilà. Donc, je vais laisser Christophe vous montrer à peu près la solution. À quoi ça ressemble, ça vous donnera une première image. Et bien sûr, derrière, vous avez la possibilité de pouvoir tester la solution, vous permettre de pouvoir mettre en place et surtout vous poser les bonnes questions de OK, je m'en étais peut-être pas rendu compte. J'ai entendu parler d'M365, mais tout compte fait, j'avais pas pensé qu'en fait j'utilise beaucoup Confluence, que j'ai un autre système d'authentification. Je suis avocat, j'utilise un autre produit, etc., etc. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est critique, pas critique? Et la vraie question souvent à poser par rapport au métier, par rapport à l'applicatif, c'est et si je devais restaurer un seul document dans mon application, est-ce que c'est possible ou pas avec ce que je fais aujourd'hui? Mm. Est-ce que c'est fourni ou pas par la solution? C'est un très bon exemple quand tu parles de restaurer un seul fichier. Avant de faire la démo, moi, ce que j'aime bien pousser cet exemple, c'est de dire est-ce que on-premise, vous accepteriez
de devoir restaurer un serveur de fichiers au complet, juste en ayant perdu un seul fichier. C'est souvent dans le monde du cloud ou du SaaS, souvent vous avez pas de sauvegarde ou le peu qu'il y a, c'est une restauration complète de l'environnement. Donc ce qui veut dire que pour restaurer un élément qu'on a perdu, on est obligé de restaurer tout et donc d'écraser les autres éléments. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Une autre vision qu'il faut avoir du cloud et du SaaS, souvent ce qui est appelé sauvegarde, c'est du snapshot, c'est de la corbeille. Alors je reviens à la même question. Considérez-vous que la corbeille de votre serveur de fichiers est une sauvegarde? Considérez-vous du snapshot VMware comme de la sauvegarde? Si vous considérez la sauvegarde de VMware par du snapshot comme OK, dans ce cas-là, je vous demande pourquoi est-ce que vous avez un outil de sauvegarde sur VMware. Et là, vous allez me répondre, bah parce que si on a un crash sur VMware ou sur notre stockage, on a besoin d'externaliser la donnée sur une vraie sauvegarde. Et ben, c'est exactement la même vision qu'il faut avoir avec le cloud et le SaaS, c'est la donnée doit être clairement extraite de l'environnement de production et elle doit être utilisable avec granularité. Alors normalement, vous voyez mon écran. Je vais pouvoir un petit peu rentrer dans les détails techniques de comment se protéger et comment répondre à ces différentes normes avec IQ. Donc IQ, comme vous l'avez compris par les explications de Xavier, nous, on met à disposition une plateforme SaaS. Cette plateforme, vous allez pouvoir vous connecter avec un compte local ou avec un IDP de votre choix, de l'Okta, de l'Entra ID, du Google, du Ping ID ou je ne sais guère. Et vous allez avoir accès à notre plateforme. Ce qui est très intéressant, on a beaucoup insisté avec Xavier sur cette partie map des assets, être capable d'avoir une vision claire de ces assets. Bah, nous, avec You, on va vous proposer, au travers du setup de la plateforme, de se connecter à votre IDP, typiquement de l'Okta, de l'Entra ID. Et grâce à ça, on va être capable de scanner l'intégralité de votre IDP et de dire, nous, on sait que grâce à Entra ID, vous avez accès à une multitude d'applications. Et donc, vous allez avoir une carte un petit peu en désordre au début qui va apparaître dans laquelle on va détecter des applications pour vous. On va vous dire, bon, on voit que vous avez des applications de type IAM, de type Learning, de type HCM, de type Salesforce, Social. Donc, on va vous faire toute cette carte de ce qu'on a trouvé. À la fin, on va vous mettre cette carte en forme. On va dire, bah, attendez, on va un petit peu classer tout ça. Et puis, on va vous dire, bah, qu'est-ce qu'on est capable de protéger et pas de protéger. Donc, j'ai des applications de type social, du Slack. Bon, bah, IQ aujourd'hui, nous, on ne propose pas de sauvegarde là-dessus. Par contre, ce qu'on va vous dire, c'est que sur Slack, il n'y a pas non plus de self-service restore, il n'y a pas de backup automatisation et il n'y a pas non plus de stockage hors site de la donnée. Par contre, il y a du monday.com. Bah, sur monday.com, nous, on va vous dire que celui-là, on le protège, qu'il est compliant, et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir avoir des différences juste avec la découverte. Donc, très facile, déjà, de se dire, bah, si toutes mes applications cloud SaaS sont liées à mon IDP, ce qui est le cas dans la majorité des cas chez les clients, hein. Aujourd'hui, moi, je vois très peu de clients qui utilisent encore des comptes locaux pour se connecter à leur Salesforce ou à leurs outils. Et ben nous, on va être capable de lister ça et vraiment d'avoir les différentes briques. Bah, si vous faites de l'Atlassian, de dire voilà tout ce que vous avez de l'Atlassian, tout ce que vous avez dans Google et ainsi de suite. Donc ça va être le niveau numéro un. Ensuite, bah, une fois que vous avez décidé de protéger une application, soit vous allez passer par la marketplace pour demander à le protéger, ou bien vous pouvez même nous demander à nous de développer le module si on ne l'a pas encore. Si on veut passer par la marketplace, là, je vais retrouver mes applications que je souhaite protéger. Donc aujourd'hui, on a parlé d'Atlassian. Donc je vais rester sur cet esprit Atlassian. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que Atlassian à protéger, hein. Euh, un exemple que j'aime beaucoup adresser, moi, quand je parle avec des clients, c'est Kubernetes. C'est un sujet sur lequel il n'y a jamais besoin de backup. Souvent, on me dit non, mais on a du Kubernetes, on a fait une migration dans le cloud qui est successful, et on n'a pas besoin de backuper nos Kubernetes. Je fais ah bon, c'est très bien, moi je suis content pour vous. Mais pourquoi? Vous avez que des applications stateless, donc sans données persistantes? On me dit oui, oui, 99% des données sont stateless et les 1% restants, c'est pas grave, c'est dans un blob, c'est dans un bucket et autres. Ok, bah déjà, est-ce que cette donnée persistante pour les 1%, est-ce que vous la sauvegardez? Bien souvent, on me dit non, ce bucket n'est pas sauvegardé, cette donnée persistante n'est pas sauvegardée, elle est géorépliquée, mais elle n'est pas sauvegardée. Encore une fois, de la géoréplication, ce n'est pas du backup. La géoréplication d'un bucket S3 ne vous donne pas la capacité de faire du retour arrière. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si on s'intéresse aux 99% restants,
Je dis: «Très bien», je dis: «Mais donc si votre environnement Kubernetes est détruit, comment vous le restaurez?» On me dit: «Pas besoin, on restaure pas, on a un Terraform». OK, mais si votre environnement Terraform est corrompu, parce que IQ peut également sauvegarder votre Terraform si vous voulez pas qu'on sauvegarde votre Kubernetes. Heu, Pas besoin, nous Terraform on le sauvegarde pas parce que tout est dans le Git. OK, parfait. Mais votre Git, votre Bitbucket, votre GitLab, votre GitHub là, comment est-ce que lui, vous le sauvegardez? Comment est-ce que lui, vous le protégez? Ah bah ça, on a une copie sur nos postes de travail, de ce qu'on développe et ainsi de suite. Et souvent le bât blesse en fin de compte quand on s'amuse à faire la fameuse règle du why et qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a quand même un point de faiblesse et qu'à un moment la donnée n'est pas bien protégée, qu'on n'est pas capable de faire un retour arrière, que ça va dépendre du script d'un collègue, que ça va dépendre du PC d'un collègue et que donc vous n'allez pas être capable de répondre en cas d'urgence, un besoin de reconstruction complet de l'architecture, vous n'allez pas avoir cette granularité et vous n'allez pas avoir le contrôle si vous souhaitez faire des tests. Donc, avoir une carte de ces assets et pouvoir backuper différents niveaux de granularité dans ces assets, ça passe aussi par se demander: «C'est quoi ma chaîne de production?» Donc j'ai repris l'exemple de Kubernetes. Kubernetes, ça passe par du Terraform, ça passe par du Git et on aurait pu monter même plus haut et dire: «Ah ben, mon site web passe par du Kubernetes qui passe» et donc il faut se poser toutes ces questions. Donc nous, avec IQ, on va vous proposer de backuper ça. Dans la même philosophie, si je dois un peu pousser la réflexion, c'est, heu, la sauvegarde d'Office 365. Ça, c'est une bataille que les éditeurs de backup, on a enfin réussi à, je vais pas dire à gagner, mais à faire comprendre, aux différents clients qu'il fallait sauvegarder Office 365. Très bien. Par contre, cette bataille, elle a une deuxième étape qui est entre ID. Quand vous aviez un serveur Exchange on-premise, il était clair pour vous qu'il fallait backuper l'Active Directory. Et nous, on fait de la sauvegarde on-premise. J'ai pas un client qui me dit ne sauvegarde pas mon Active Directory. Tout le monde dit il faut de la sauvegarde d'Active Directory parce que restaurer un environnement Microsoft sans Active Directory, ça sert à rien. Et ben restaurer un environnement 365 sans Entra ID, c'est pareil. Ça vous servira à rien. Ne pas pouvoir utiliser son environnement, Microsoft, c'est complètement utile. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pose une question. Vous sauvegardez bien votre Office 365, mais êtes-vous capable de rétablir le service s'il est complètement détruit? Si j'ai complètement détruit votre environnement Entra ID, votre environnement 365? Et donc ça, il faut se poser des questions et se dire: «Bah ouais, bah peut-être que j'ai pas pensé à sauvegarder mon Entra ID». En plus, c'est dans mon Entra ID que j'autorise mes connexions à mes applications et ainsi de suite. Si mon Entra ID est détruit, combien de collaborateurs ne peuvent plus travailler? Je détruis ma chaîne de production juste en cassant mon IAM. Donc ça fait partie de pourquoi est-ce qu'on a certaines applications en catalogue. Si maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on se fixe sur des projets comme Jira, qu'on va vouloir protéger, bah, chez IQ, on va être assez simple. On va vous dire, bah voilà, pour telle application, on va vous donner différents niveaux de backup, de restauration et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir, alors, c'était pas celui-là que je voulais, et vous allez pouvoir, vous, ensuite, configurer et faire vos différents setups. Chez IQ, on part du principe que quelle que soit la solution que vous allez vouloir protéger, ça doit rester simple et ça doit rester universel. Donc, c'est-à-dire, on va toujours vous demander la même chose, un utilisateur, une clé API, un token API, un secret, ça reste toujours dans l'esprit des applications, le nom d'une organisation, et vous allez pouvoir classer ça dans un tenant, parce que c'est une solution multi-tenant. Vous n'avez pas besoin d'être un expert Jira ou vous n'avez pas besoin d'être un expert IQ pour pouvoir configurer ça. Si vous ne savez pas comment récupérer une clé API, nous, on vous fournit pour chacun des modules qu'on l'on propose la procédure pour dire bah, voilà comment je vais chercher mon token API. Vous rentrez votre token API, vous faites votre configuration. Dès le moment où vous avez répondu à ça, bah, votre application elle est mise dans un tenant. Moi, typiquement, je l'ai mis dans le tenant qui s'appelle Engineering. Et dans mon tenant Engineering, je vais retrouver mes différents environnements protégés. Je vais mettre un filtre juste pour voir les environnements que je protège. Là, j'ai un Jira qui est protégé. Et donc, on va pouvoir pousser la réflexion plus loin. Comment ça se passe une protection? C'est assez simple. C'est vous qui allez créer des politiques de sauvegarde. Donc, dans l'explication de Xavier, tout à l'heure, Xavier le disait. Chaque asset peut avoir ou pas des rétentions de sauvegarde différents. Un environnement de production va avoir une certaine durée de rétention qu'un environnement de développement ne va pas avoir. Un environnement avec de la donnée, type Confluence, type SharePoint, type Box, type iManage, aura en général des durées de rétention beaucoup plus longues qu'un environnement d'identité. Vous allez peut-être mettre 1 an de rétention sur votre SharePoint et vous allez mettre que 1 mois de rétention sur votre Entra ID. Donc,
L'idée, c'est de dire que vous allez créer les rétentions en alignement avec vos SLA. Vous allez définir à quelle heure vous voulez que les backups tournent. Vous allez définir si vous voulez avoir ou pas une copie sur un deuxième stockage en alignement avec les règles de 3-2-1. Et vous allez pouvoir faire des règles même d'archivage pour avoir de la rétention backup mensuel, backup annuel. C'est vous qui avez le contrôle sur ces différentes règles. Vous pouvez choisir où est stockée la donnée, parce que ce qui est très important, c'est que c'est vous qui allez être propriétaire de la donnée. À aucun moment, IQ n'a accès à votre donnée. C'est vous qui fournissez un bucket. Ce bucket, il peut venir de différents service providers, Amazon, Google, Azure ou un fournisseur S3 compatible. Donc vous fournissez un bucket, la donnée va être stockée dans ce bucket. Comment se passe une sauvegarde? Bah, c'est très simple, hein. Il y a une instance temporaire qui est popée dans un environnement Azure ou Google ou Amazon. Cette instance temporaire se connecte à votre environnement SaaS. Elle va choper la donnée et elle la dépose dans le bucket qui vous appartient. Donc, à aucun moment, la donnée ne retransite par chez IQ. Nous, on a juste une console de gestion qu'on vous met à disposition, mais on ne reprend pas votre donnée. Donc, vous avez ce contrôle, ce qui veut dire que vous êtes maître de la donnée. Une fois que cette sauvegarde elle est faite, bah, on va pouvoir parler restauration. Et niveau restauration, on va souvent vous donner deux options. Alors, j'aimerais bien trouver un Confluence. Voilà, c'est un Confluence que je voulais. On va souvent vous donner plusieurs options, donc soit des options de restauration ou des options d'export. Alors, le restore, c'est classique. C'est je prends mon objet, ça peut être un objet, ça peut être un fichier, ça peut être un page, un blogspot, ça peut être différentes choses qu'on va retrouver sur Confluence. Et cet objet, je le remets en place. J'écrase pas, j'ai différents paramètres qui sont possibles. Maintenant, imaginez le cas de figure suivant, que ça soit la plateforme Atlassian qui soit par terre. C'est pas vous qui avez fait une erreur humaine, c'est pas vous qui avez été piraté. Un peu ce que je mentionnais hier soir avec Google. Et vous avez besoin expressément de récupérer un environnement, un fichier, quelque chose qui était sur Atlassian chez Confluence. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition cette option export. Et c'est pour ça que ça met un peu de temps parce qu'on démarre des services pour mettre ça en place. Donc on a mis à disposition cette fonction export qui vous permet de restaurer votre donnée sur un bucket S3 qui vous appartient dans un format lisible. Donc, je prends un exemple. Vous avez une documentation Word qui est votre procédure de disaster recovery. Vous avez besoin de la lire. Vous ne pouvez pas la restaurer sur Confluence. Bah, nous, on va vous dire ce qui était sur Confluence, on vous l'exporte sur un stockage S3 dans un format lisible et vous allez pouvoir récupérer toute votre documentation que vous aviez sur Confluence. Ça, c'est un exemple, mais on va également pouvoir exporter des listes d'utilisateurs dans un format CSV, on va pouvoir exporter beaucoup de choses. Donc, la résilience passe aussi par le fait de dire j'ai une indépendance à ma plateforme de production si ma plateforme de production est par terre. La même façon, ce qu'on va vous proposer en termes de résilience, c'est être capable de restaurer dans un autre environnement. Imaginez que votre environnement a été complètement détruit, et bien évidemment qu'on va vous proposer de restaurer sur un nouvel environnement. Dans le cadre des environnements cloud, on parle du SaaS, mais ça inclut également le cloud, je suis capable de restaurer dans une autre région. Malheureusement pour eux, je vais reprendre cet exemple. Il y a 2 ans et demi, 2 ans maintenant, Google a eu un incident à Paris. Nous, on a des clients qui ont été touchés sur la région de Paris, et on les a restaurés en Belgique. Très simplement parce qu'on ne pouvait pas attendre que ça reparte. On savait que ça allait être long. C'était incendie suivi de lance à incendie sur les serveurs. Donc on savait que ça allait pas redémarrer en 4 heures. Ce qu'on a fait, on avait des backups pour les clients, on a assisté nos clients, on a restauré dans une autre région. Donc il est important de prendre en compte ces points. Là, on voit, bah, du coup, sur ma partie Confluence, j'ai clairement un niveau de granularité très poussé qui m'est proposé, où je vais pouvoir restaurer un space, un page, un blog post, un attachement, un folder, un lien, une base de données ou un whiteboard. Comme disait Xavier tout à l'heure, avant que je prenne la main, c'est est-ce que vous pouvez restaurer un fichier? Moi, ce que je vous invite à faire en sortant de cette session, si vous utilisez l'un des environnements qu'on a cités, c'est de vous poser la question, est-ce que je peux restaurer mon fichier indépendamment d'une corbeille, indépendamment d'un snapshot? Est-ce que si j'utilise un script, la fréquence de mon script pour faire mes exports me convient? Est-ce que je sais réutiliser la donnée que j'ai exportée et la réimporter dans un environnement Confluence? Est-ce que la donnée que j'exporte, elle est dans un format lisible? Posez-vous toutes ces questions. Nous, clairement, bah, vous allez choisir, vous allez avoir un menu, c'est très simple, hein.
C'est une arborescence en arbre et ensuite, bah, vous faites vos restaurations. Ça, c'est comment est-ce qu'on vous propose de faire du restore, comment est-ce qu'on vous propose de faire de l'export de vos données sur de la sauvegarde qui correspond à vos besoins. Au-delà de ça, donc vous l'avez compris, hein, il y a les applications SaaS, il y a également tout ce qui est cloud qu'on va backuper, du Google, du Azure, de l'Amazon. Ce qui est intéressant, je parlais de Google, ce qui s'est passé la nuit dernière, qui a touché plusieurs régions. Nous, on s'est posé la question dans la soirée hier, est-ce qu'on allait devoir restaurer des clients à nous sur Azure ou sur AWS? Parce que c'est des choses qu'on propose chez IQ. C'est-à-dire que si un cloud provider tombe, ce qui n'est jamais censé arriver, comment est-ce que je restaure mes machines virtuelles dans un autre cloud provider? Bah, dans IQ, nous, notre résilience, ça va jusque-là. On vous dit, on est capable d'avoir une VM Google et de faire un restore instance vers une autre cloud platform. Ça, c'est quelque chose qu'on va vous proposer. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que vous avez compris ce principe de résilience qui répond à Dora et à NIS 2 que nous, on veut mettre en place et sur lequel on travaille très fort. Bah, Dora NIS 2, ça passe aussi par de la preuve. Donc, cette preuve, elle va s'articuler par différentes choses. Déjà, très simplement, dans IQ, vous avez un suivi des tâches de tout ce qui s'exécute, mais surtout, vous avez une partie événement. La partie événement, c'est ici qu'on va tracer toutes les connexions au système, c'est ici qu'on va tracer toutes les sauvegardes, mais c'est également ici qu'on va tracer toutes les restaurations et tests de restauration que vous allez mettre en place. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, bah, moi, je vais faire des tests de restauration et je veux recevoir des notifications. Alors, on peut recevoir différentes notifications par IQ, soit par email ou par webbook. Et typiquement, dans le cas d'un webbook, je peux dire, bah, moi, je voudrais qu'à chaque fois qu'il y a une restore qui soit faite, quel que soit le statut, je veux envoyer un webbook vers mon ITSM, donc typiquement un ServiceNow, un Jira ou je ne sais quel outil, et je veux tracer cette restauration. Donc ça, vous allez recevoir un webbook qui va être complet. Ce webbook, vous pouvez le formater, et donc vous allez pouvoir tracer tous les backups, toutes les restaurations, tout ce que vous faites d'un point de vue IQ pour dire, bah, en cas d'audit, oui, regardez, on a une carte de nos assets, par rapport à ça, on a mis en place des protections avec notre partenaire. Et par rapport à ça, on effectue bien des tests de restauration qui sont tracés dans notre ITSM en termes de preuves. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important qu'on va vous permettre de mettre en place. On va également vous permettre de mettre en place des rapports de sauvegarde. Donc, typiquement, si je veux savoir si mes VM sont compliance ou pas compliance, je vais pouvoir créer différents rapports, ça au niveau des VM, au niveau des applications SaaS, pour savoir comment se sont passés les backups sur les 24 dernières heures. Je crée vraiment ce que je veux en termes de rapports. Tout ce qui a des drapeaux violets, c'est des modèles de rapports préexistants, mais vous pouvez vous-même aller créer des rapports avec des filtres, on peut faire des tableaux, des graphiques, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça, on voit que c'est un rapport que moi j'ai conçu qui clairement dit ben, je veux tracer les traces de backup sur 24 heures pour différentes applications. Donc là, je dis ça vient de quel projet, ça va dans quel stockage, est-ce que c'est green, est-ce que c'est pas green. Très simple, très simple. Tout ça, bien évidemment, c'est disponible en API, ce qui veut dire que si vous avez un outil type Grafana ou je ne sais quel autre, que vous êtes capable via Prometheus d'aller intégrer avec les API d'IQ, et nous là-dessus, on peut fournir de l'assistance, et ben vous êtes capable de remonter ce type d'informations directement dans votre outil, encore une fois. Le but, c'est de vous aider à avoir de la traçabilité et de la visibilité pour répondre aux exigences en place. Et également, ce qui est important, quand on parle de traçabilité, de visibilité, il y a également tout cet aspect sécurité. J'en ai parlé en introduction. On peut se connecter à IQ avec différentes sources d'authentification. Donc, on va pouvoir se connecter avec n'importe quel IDP, avec un compte local, avec de l'Azure, avec de l'authentification Google, avec de l'Okta, avec du Ping ID, ce qu'on veut. Et on va pouvoir donner différents niveaux de permission euh, par tenant. Donc, soit on a un accès global au niveau de la souscription, ou bien on a un accès sur un ou plusieurs tenants. Donc, à la fin, on va même pouvoir tracer qui fait des opérations. Je peux définir une équipe de backup opérateur, une équipe de restore opérateur, et tracer très simplement tout cela. Donc, l'idée d'IQ aujourd'hui, ce qu'on voulait vraiment mettre en place et vous expliquer, c'est il y a des normes qui sont sorties. Autour de ces normes, il y a deux articles principaux qui insistent sur le fait de lister vos applications, de protéger vos applications, de les protéger hors de l'environnement de production
de mettre en place des tests de restauration, de garder le contrôle de la donnée que l'on sauvegarde. On est capable de vous accompagner aujourd'hui sur une grande partie des applications SaaS les plus connues du marché et d'autres. C'est une plateforme qui est en mode CI/CD sur lequel on est en développement continu, on ne cesse d'ajouter des applications. Xavier l'a dit, hein, iManage est l'une des dernières qu'on a ajoutées. Il y a Azure DevOps qui est en train d'arriver sur la plateforme. On n'arrête pas d'ajouter des plateformes et c'est très simple à mettre en place. C'est très simple à mettre en place. Modèle de licence également qui est plutôt simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est fournir, une clé API, un bucket et un peu de compute pour qu'on puisse, exécuter vos backups. Voilà. J'espère que ça a été clair, heu et que certains d'entre vous se poseront des questions après ce webinar sur comment est-ce qu'ils sont protégés ou non dans le SaaS. Bravo, Christophe. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre. Et sinon, si Christophe a été magnifiquement clair, à ce moment-là, on vous souhaitera un bon week-end. Et seulement à ce moment-là. Ah, je pense qu'on a été clair. Bon, bah top. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour Merci à cette tous. session. La semaine prochaine, le 20, on fait encore un vendredi. Je pense qu'on reviendra des jeudis. C'est peut-être un peu mieux. Euh, on vous propose une session spéciale sur la partie collaborative. Donc, on rentrera dans le détail sur la partie M365, Google Workspace, avec beaucoup de nouveautés qui arrivent sur cette partie-là. Donc, écoutez, bon week-end à tous. Merci encore pour votre participation et, euh, et à très bientôt. Au revoir. Merci.